Ce que vous voyez n'est pas une animation 3D que je fais habituellement pour la chaîne, c'est un enregistrement d'un atterrissage réel. C'est le Starship, et je ne sais pas vous, mais moi, je le trouve fascinant. En ce moment, il se pose de manière autonome, et c'est incroyable à quel point le programme est ambitieux. Non seulement pour les missions où il prévoit de l'utiliser, comme aller sur Mars, mais aussi pour sa taille incroyable et son fonctionnement. Il est conçu pour revenir sur Terre et être réutilisé, réduisant considérablement les coûts de lancement. Cet appareil sera vraiment énorme lorsqu'il sera accouplé au module Super Heavy, atteignant 120 mètres de hauteur, ce qui en fait la plus grande fusée jamais construite. Et nous verrons cela dans une nouvelle vidéo de Monde de la Gazette. Dit dans la présentation. Le Starship avec le module Super Heavy est la plus grande fusée de tous les temps. Mais à quel point est-elle grande par rapport à d'autres fusées colossales lancées dans l'espace ? D'abord, nous la comparerons à un autre vaisseau de SpaceX, le Falcon Heavy, qui mesure 70 mètres de haut. C'est un produit très réussi de l'entreprise, et une étape préliminaire vers les modèles plus lourds. Le Genzi russe, avec 90 mètres de hauteur. Le Long March 9 de Chine, avec 93 mètres. Il est suivi par le Space Launch System Block 1 de la National Aeronautics and Space Administration, ce qui va être le remplacement des navettes spatiales et aura 98 mètres. Le N soviétique avec plus de 105 mètres, qui était la contrepartie soviétique du légendaire Saturn V avec 110 mètres. Et nous pouvons nommer ce qui sera le Space Launch System Block 2, la variante de charge lourde avec 111 mètres. La plus proche du vaisseau que nous voulons voir aujourd'hui, la Starjet avec 120 mètres de hauteur. Mais sommes-nous conscients de la hauteur que représente 120 mètres ? Pour le mettre en comparaison pratique, nous parlons de la hauteur d'un immeuble de 30 à 35 étages. Et comparé à un terrain de football, dont le terrain de jeu mesure environ 100 mètres de long, cela donnerait ceci. Fait aussi près de 9 mètres de largeur. C'est vraiment énorme. Mais les chiffres peuvent être encore plus frappants. Avec une charge maximale, ils peuvent atteindre une masse de près de 5000 tonnes. Oui, des tonnes. 5 millions de kilogrammes. Une véritable bête. Gardez à l'esprit qu'un Boeing 747-400 pèse au maximum au décollage moins de 400 tonnes. La première étape, le Super Heavy, qui revient bien sûr sur Terre pour être réutilisé, a une masse de 3400 tonnes chargée de carburant, avec jusqu'à 28 moteurs Raptor. Et la deuxième étape, la Starship, celle que nous voyons qui a déjà volé à plusieurs reprises, a une masse brute de 1320 tonnes, mais à vide ne pèserait que 120 tonnes. Ensemble, ces machines peuvent transporter plus de charge dans l'espace que tout autre vaisseau historique. Mais pourquoi le faire si grand et avec autant de carburant ? Ici, nous allons devoir voir une ou deux formules, mais je vais le faire aussi facilement que possible pour que ce soit compréhensible. Pour sortir de la Terre vers l'espace, il faut vaincre la force de gravité, expliquée par cette équation, où Fg est la force de traction gravitationnelle, ce qui tire vers la Terre, et ce que nous expérimentons tous en ce moment, à moins que tu ne regardes cette vidéo depuis l'espace profond. Mt est la masse de la Terre, et ms est la masse de la fusée Starship. La masse de la Terre et la constante gravitationnelle G sont constantes. Plus la masse de la fusée est grande, ou plus la fusée est proche de la Terre, plus la force gravitationnelle qui les unira sera forte. Curieusement, le dénominateur est R, ou ce qui sépare les deux. Il est au carré, ce qui signifie que si la distance entre les deux objets est doublée, la force d'attraction n'est qu'un quart de forte. Donc, la chose la plus difficile à faire ici est de vous élever du sol, et avec chaque mètre de l'unité,
La première étape, super et pure puissance, transportant seulement une charge de carburant énorme, composée d'un réservoir massif d'oxygène liquide et d'un autre réservoir de méthane liquide. Le carburant résultant, lorsqu'ils sont mélangés, s'appelle méthylox, qui alimente les moteurs du vaisseau spatial appelé Raptor. Le Super Heavy aura jusqu'à 28 de ces moteurs. Après quelques minutes, il aura épuisé presque toute la charge utile, devenant un poids mort. Alors, au lieu de le transporter comme un fardeau, il se détache, et la deuxième étape, la Starship, allume ses propres moteurs pour achever l'évasion de la force gravitationnelle. En revenant à l'équation de la gravité, le vaisseau a maintenant perdu beaucoup de poids, et est à une distance déjà assez grande de la Terre, d'où la nécessité de moins de moteurs, comme ceux de cette étape, ainsi que moins de poids de carburant. Mais même si elle a moins de poids et de moteurs, presque les 2/3 de la Starship sont toujours occupés par des réservoirs d'oxygène et de méthane, et seulement 1/3 de l'espace disponible est destiné à l'équipage ou à la cargaison. Malgré tout, c'est beaucoup d'espace. Elle a 9 mètres de large et 18 mètres de haut, ce qui se traduit par environ 1000 mètres cubes d'espace utilisable, plus d'espace pressurisé qu'un Boeing 747. Mais à l'avenir, il est également prévu de réaliser des variantes, avec plus de stockage vertical de fret ou de passagers, un vaisseau pour le ravitaillement en carburant d'autres Starships, et même un pour les missions lunaires. C'est que concevoir un vaisseau spatial est super complexe et coûteux, c'est pourquoi on cherche à ce qu'un seul design serve pour plusieurs missions. Mais le projet le plus ambitieux est d'emmener des personnes sur Mars, et avec un vaisseau comme celui-ci, qui commence tout juste à être développé, du moins maintenant pendant que je fais cette vidéo. Il est possible que ce rêve se réalise. Mais une chose est de rêver d'un voyage sur la Lune, et une autre complètement différente est sur Mars. Gardez à l'esprit que la National Aeronautics and Space Administration a dépensé entre 1960 et 1973 283 milliards de dollars, qui ajustés à l'inflation actuelle serait beaucoup plus. Alors, comment SpaceX aide-t-elle ses nouveaux designs à réduire ces coûts incroyables ? La clé ici, comme nous en avons déjà parlé, est la réutilisation des fusées. Cette entreprise a déjà beaucoup travaillé avec des fusées réutilisables comme le Falcon 9. La première étape de cette fusée, après avoir largué la charge, pouvait revenir sur Terre et atterrir par elle-même. Mais la deuxième étape, celle qui portait la charge, n'était pas destinée à revenir sur Terre. Il faut aussi se rappeler qu'il existait déjà des deuxièmes étapes avec des charges réutilisables. Les navettes spatiales, les américaines Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour, opérant conjointement 135 missions de 1977 à 2011, et le Buran dans le cas soviétique. Mais le Starship est unique, car aussi bien son étape 1 que l'étape 2 peuvent revenir sur Terre et être réutilisées. Et ce n'est pas tout, la navette spatiale pouvait transporter 24 tonnes et environ 5 membres d'équipage. Le Starship vise à pouvoir transporter plus de 100 passagers dans un voyage aller-retour vers la planète rouge. Et cela, qui ressemble tant à la science-fiction des films, peut être réalisé lorsque le module Super Heavy laisse différents types de Starship en orbite basse, par exemple quelques-uns pour le transport de passagers et de fret, et d'autres pour le ravitaillement ou le carburant ou les réservoirs qui rechargent les vaisseaux principaux dans un voyage dans l'espace. Curieusement, SpaceX a abandonné l'aluminium et la fibre de carbone dont étaient fabriqués les Falcon 9, beaucoup plus chers et complexes pour une structure fabriquée dans un alliage spécial d'acier inoxydable. C'est pourquoi la couleur de cette fusée et la raison d'utiliser ce matériau est qu'il fonctionne beaucoup mieux avec l'immense chaleur créée lors de la rentrée dans l'atmosphère à plus de 30 000 km/h. Oui, il est incroyable que la vitesse de rentrée soit équivalente à Mach 25. À ces vitesses, lorsqu'on passe du vide de l'espace à frapper soudainement l'atmosphère planétaire, les molécules d'air causent donc de grandes quantités de friction et de chaleur,
tandis que tout autre matériau nécessiterait une série de tuiles ou de cellules réfléchissantes de chaleur, comme celles qu'avaient les navettes spatiales. Le module Super Heavy, en acier inoxydable, n'est pas affecté, optant seulement pour ajouter des tuiles de chaleur à la partie inférieure pour la manœuvre de chute verticale. Et l'idée est qu'un seul vaisseau puisse effectuer de nombreuses missions avec un minimum d'entretien et de renouvellement de pièces. Pour la deuxième étape, la Starship, lorsqu'elle devra rentrer dans l'atmosphère, emportera déjà des tuiles car elle rentre à plat ou horizontalement, l'une des rares pièces qui seront changées sur ces navires. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le fonctionnement d'un turboréacteur, que je vous laisse les cartes en haut à droite de la vidéo, les moteurs des avions n'emportent pas leur oxygène comme oxydant pour la combustion du moteur, car ils l'obtiennent de l'air, dans l'atmosphère. Mais les vaisseaux spatiaux n'ont pas ce luxe, et ils doivent non seulement transporter leur carburant, mais aussi leur oxydant, l'oxygène. Pour soulever un tel appareil du sol, des moteurs vraiment puissants sont nécessaires. Ce sont les Raptors et ils utilisent du méthane liquide comme carburant et de l'oxygène liquide comme oxydant. Comparé au moteur Merlin du Falcon 9 et au Rocketdyne RS-25 de la National Aeronautics and Space Administration, utilisé dans les navettes spatiales, le Raptor n'est pas précisément le plus puissant, qui est le RS-25, ni le plus efficace, qui est le Merlin, mais il n'est définitivement pas le plus pratique, et cela parce qu'il utilise du métalox. La densité du méthane et de l'oxygène liquide sont similaires, ce qui facilite leur stockage. Le méthane liquide a également un point d'ébullition plus élevé, ce qui signifie qu'il est plus facile à contrôler thermiquement pour éviter qu'il ne se transforme en gaz, comme cela s'est passé dans la navette avec le RS-25. Et cela est crucial pour les longs voyages comme Mars, pouvant même ravitailler ce carburant avec des fusées-citernes comme nous l'avions dit auparavant. Le métalox brûle plus proprement que le RP1, le carburant utilisé par les moteurs Merlin du Falcon 9. Le RP1 est essentiellement un kérosène très raffiné, et il est connu pour générer un peu de suie et d'autres impuretés dans son échappement. En comparaison, le méthane brûle beaucoup plus proprement. Cela devrait signifier moins d'entretien. SpaceX vise 50 lancements par moteur Raptor, ce qui sera bien supérieur à tout ce qui a précédé. Comparons à nouveau les 3 moteurs précédents. Et c'est ici que la décision d'utiliser les Raptors sera définitive. Le RS-25 a un coût par moteur de 50 millions de dollars, très coûteux. Le Merlin est le plus économique avec 1 million de dollars. Et le Raptor a un coût double, de 2 millions de dollars par unité. Mais si nous prenons en compte le coût par moteur, combien de fois il peut être réutilisé et combien de poussées chaque moteur produit, nous pouvons calculer combien cela coûterait par kn de poussées de vol. Et ceci est révélateur, le Raptor est beaucoup plus économique vu de cette manière. Et cela change considérablement le marché, en réduisant énormément les coûts par kilogramme pour envoyer des charges dans l'espace. D'autres éléments curieux qui sautent aux yeux de la Starship sont ses ailerons étranges. C'est quelque chose de complètement nouveau pour les fusées et fait partie d'un contrôle de rentrée unique qui aidera ce véhicule à maintenir le contrôle en revenant sur le ventre ou de manière presque horizontale. Ceux-ci sont actionnés par un moteur électrique très puissant et bien sûr alimenté par des batteries Tesla. Un autre des plus grands avantages du Starship STI est que l'étape 1, ou le module Super Heavy, peut revenir à la même plateforme de lancement, chose que les Falcon 9 ne faisaient pas, mais se diriger vers d'autres sites d'atterrissage, ce qui réduit encore plus les coûts. Pour y parvenir, le module doit annuler la vitesse horizontale aussi rapidement que possible, car l'étape de séparation se produit à plusieurs kilomètres de la plateforme de lancement. Il allumera alors tous ses moteurs centraux et effectuera une rotation sur son axe pour se positionner dans le sens opposé à la vitesse originale, effectuant une trajectoire balistique inverse pour revenir sur Terre. Comme il peut dépasser les 100 km d'altitude et qu'il n'y a pas d'atmosphère à cette hauteur, le module corrige sa trajectoire avec de petits jets d'azote et ouvre ses ailerons en forme de grille
pour quand il commence à y avoir de l'air, et qu'il peut être contrôlé avec ceci. La manœuvre pour atterrir de la deuxième étape n'est pas non plus facile. La Starship entre dans l'atmosphère ventre en avant, comme nous l'avions déjà dit auparavant, mais elle doit ensuite se positionner verticalement, et ses ailerons aideront à cela, et les moteurs centraux s'allumeront, faisant tourner tout le vaisseau, jusqu'à annuler la vitesse verticale juste au moment de toucher la plateforme d'atterrissage. Quelque chose d'incroyablement difficile, mais qui a déjà été réalisé comme vous le verrez sur les images. La Starship est une machine impressionnante qui fait des choses qui étaient considérées comme impossibles jusqu'à récemment. Le projet a été truffé de problèmes, mais l'important est que ce furent de précieuses leçons à surmonter. Je n'avais jamais vu auparavant des projets avec autant d'explosions, et que ces fusées soient ensuite un succès. Et même si c'est rare sur cette chaîne, je voulais apporter cette vidéo que j'espère que vous avez aimée. Vidéo qui a demandé beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, j'ai mis environ 3 semaines pour le réaliser. Depuis le scénario jusqu'à la création des images en 3D et l'édition de tout. Pour soutenir financièrement ce type de contenu de qualité, vous pouvez utiliser PayPal, Patreon ou Mercado Pago. Patreon, pour ceux qui ne savent pas, est un moyen par lequel vous pouvez donner une petite aide financière mois après mois avec votre carte de crédit, comme par exemple 1 ou 5 $. Mais si vous n'avez pas, ou ne voulez pas contribuer financièrement, vous pouvez également apporter une grande aide en partageant cette vidéo, par exemple dans des groupes Facebook ou des pages similaires. Je vous remercie tous d'avance, mon nom est Marcos et ceci est le monde de l'aviation. Merci d'avoir regardé la vidéo.